Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Cap Industrie et ses partenaires sur le thème du financement de la trésorerie dans cette conjoncture bien compliquée actuellement. Merci à tous nos intervenants. Avant de vous les présenter, quelques petites consignes concernant le webinaire pour le confort de tous. Si vous avez une question, une interrogation, une remarque pendant la présentation, surtout n'hésitez pas. Vous avez le bouton de chat qui est en bas à droite de l'écran. Vous pourrez taper votre question directement dedans et je la soumettrai à vos intervenants. Bien sûr, le webinaire a été construit surtout pour vous, les industriels. L'idée, c'est d'apporter avec le plus de bienveillance possible des réponses à vos questions, à vos interrogations, et puis d'écouter aussi votre ressenti. Ça vaut aussi pour l'ensemble des répondants, des personnes qui vont interagir ensemble. On va essayer de formuler des réponses aux interrogations au regard de la conjoncture. Puis bien sûr, le replay du webinaire est comme d'habitude disponible après la session du jour. Le support sera téléchargeable ou envoyé par email avec les coordonnées des intervenants. Avant de passer aux échanges et aux questions, je souhaite vous présenter l'ensemble des intervenants. Alors à ma gauche, Jérôme Rigoulet, qui est le directeur, pas encore, responsable commercial Hauts-de-France pour la Sofitech. Bonjour à tous. Rachida Marié, qui est la déléguée régionale pour Otsiga. Bonjour à tous. Bernard Fontanel, qui est notre animateur émérite, mais également président du cabinet conseil Topic. Merci, bonjour à tous. Antoine Alopo, qui est le directeur du financement de l'AFIM et dirigeant Seneca Sofitech. Bonjour à tous. Julien Boquillon, qui est le délégué territorial BPI France à Compiègne. Bonjour à tous. Et Coralie Mahon, qui est la directrice du centre d'affaires d'Amiens. Bonjour à tous. Vous pouvez apercevoir, qui se cache, mais pas totalement, Karine, qui est la directrice régionale Banque de France pour les Hauts-de-France. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Merci Karine. Alors Bernard, qu'est-ce que tu nous as préparé avant le déjeuner? Alors merci à tous d'être là. Les chefs d'entreprise sont soumis aujourd'hui à une conjoncture économique compliquée, à des difficultés de décodage des situations et des perspectives, parce que c'est pas uniquement l'approche court terme qu'il faut voir, puisque comment financer sa trésorerie, c'est d'une façon plus générale aussi comment financer son activité et ses investissements. Et on est dans un contexte, pour faire court, on a une croissance qui va être en 2023 plutôt proche de zéro que de quelque chose, donc c'est pas franchement hilarant. Des taux d'intérêt, et c'est directement lié aux enjeux de financement, que ce soit du court terme ou du moyen terme ou du long terme, des taux d'intérêt qui grimpent de façon plutôt inexorable. Alors je jette des chiffres, ça n'a de valeur qu'à cet instant, on est plutôt sur des taux d'intérêt aujourd'hui de l'ordre de 5%, mais en même temps, ça dépend si c'est du court terme, du moyen terme ou du long terme. En tout cas, on voit que les obligations assimilées du Trésor augmentent de façon significative et que les différences de taux de financement des États sont en train de s'accentuer, notamment entre l'Italie et l'Allemagne. On revoit des mots de financiers comme des spreads notamment. On voit une inflation, alors selon la perspective qu'on a et selon le lieu où on est et selon son activité, si on est un particulier, on voit que le prix des légumes a augmenté de 20%. Et je ne parle pas évidemment des endives, mais c'est loin d'être aussi important que le coût de l'énergie. On a des plus 30% sans aucun problème. Et cet ensemble finalement de facteurs rendent compliqué et la vue des choses, l'analyse et le diagnostic et la prise d'action, et en même temps, je veux dire, des logiques court terme, moyen terme et long terme pas simples. Et donc, je demanderais bien à la Banque de France, qui est un des acteurs clés, je veux dire, notamment dans son observation de la situation d'aujourd'hui, comment se portent nos entreprises et comment se portent les chefs d'entreprise que vous rencontrez souvent. Donc, quelle est la situation, note de conjoncture en quelque sorte, et quels sont, je veux dire, les éléments clés de compréhension de 2023. Alors, je sais que c'est très différent selon les filières, mais quel est le regard que la Banque de France peut nous donner sur cette situation?
Merci, Alors, Karine. donc en effet, hein, comme vous l'indiquez, Bernard, on est dans une période d'incertitude, d'inquiétude, hein, de la part des chefs d'entreprise. Lorsqu'on regarde, parce que chaque mois, en fait, on fait une étude de conjoncture où dans la région Hauts-de-France, on interroge à peu près 800 chefs d'entreprise. Et au fil des mois, on a plutôt des entreprises qui sont résilientes, que ça soit dans le milieu industriel, hein, dans le milieu industriel, mais aussi dans le milieu des services. Alors évidemment, il y a des problématiques, notamment dans la filière automobile, d'approvisionnement. Même si on voit que depuis le mois d'avril, cette problématique, elle a tendance à être moins forte, puisque quand on avait 40%, la dernière enquête, on avait 40% des chefs d'entreprise qui nous disaient qu'elles rencontraient des difficultés pour s'approvisionner, et au pic des difficultés, on était à 65% dans l'industrie. Donc, vous voyez, de ce côté-là, ça a plutôt tendance à s'améliorer. Donc voilà, sur l'année 2022, plutôt des entreprises résilientes, et comme vous l'indiquiez, avec des tendances différentes selon les secteurs, puisque on voit que c'est plutôt plus favorable dans l'agroalimentaire, par exemple, que dans l'automobile. Mais bon, on est sur une croissance d'activité, et lors de nos entretiens, c'est vrai que dans les échanges, on sent le mur d'inquiétude pour l'année 2023. Alors, d'une part, lié à l'énergie, et évidemment, hein, parce que y a un certain nombre d'entreprises qui avaient des contrats qui les couvraient plutôt bien une partie de l'année 2022, voire toute l'année 2022. Mais sur 2023, c'est des conditions qui vont être différentes, donc un impact fort sur les marges. Ce qu'on entend aussi beaucoup de la part des chefs d'entreprise, c'est la peur, et à la fois sur l'énergie, le coût, mais aussi la disponibilité, avec des craintes de délestage sur les mois de janvier et février. Ça aussi, ça renforce les inquiétudes. Et puis, dans certains secteurs, depuis quelques semaines, une tendance à un ralentissement de la demande, à un ralentissement des commandes, qui commence à se faire sentir. Donc, nous, côté Banque de France, ce qu'on voit, c'est que sur l'année 2021-2022, on a quand même des entreprises qui se sont plutôt renforcées, que ça soit parce qu'en fait, elles ont eu l'année 2021, on a eu des taux de marge qui étaient significatifs, quasiment des taux de marge records. Bon, ça s'effrite sur 2022, et je vous dis, inquiétude sur 2023. On a plutôt un endettement qui a diminué sur ces 2 dernières années, et donc voilà, on a le côté plutôt rassurant, c'est qu'en effet, on sent que ça va être une année 2023 compliquée, mais qu'on a les entreprises qui sont plutôt dans une situation saine. Donc évidemment, je parle en moyenne, et évidemment, je nie pas le fait qu'il y a des entreprises qui connaissent des difficultés. D'accord, Peut-être merci. dire oui. Oui, allez-y, allez-y. Je voulais juste ajouter une tendance sur les crédits. Donc, sur les encours de crédit, on est en progression à 1 an. Bon, on sait que vous l'avez dit, hein, avec la hausse des taux, il y a un ralentissement depuis l'été. Mais si on compare sur 1 an, on a une progression des encours de plus 6% sur l'ensemble des entreprises, avec une baisse du court terme, hein, puisque c'est un des sujets du jour, donc une baisse du court terme, notamment avec le remboursement des PGE, à la fois remboursement des PGE, mais aussi l'amortissement, parce que quand l'entreprise fait le choix d'amortir le PGE, l'enregistrement est en moyen terme et puis en court terme. Donc, on a une forte baisse de 30% des encours sur le court terme, et une progression de 12% sur les crédits d'équipement. Donc, pour l'instant, on a un financement de l'économie qui reste solide.
D'accord, merci. Finalement, on pourrait peut-être se dire que les entreprises sont plutôt en bonne santé aujourd'hui, mais face à de nombreux enjeux et à de nombreux risques difficiles à évaluer. Est-ce que la BPI, qui a un regard, je veux dire, sur l'ensemble de l'économie, mais peut-être pour nos participants plutôt sur la filière de la transformation des métaux, notamment, quel est le regard que vous avez sur l'encours des crédits, les demandes, on est plutôt sur du court terme, des problématiques de financement, d'investissement. Quel est le regard de la BPI sur la situation ? Je partage tout à fait l'analyse effectivement de la Banque de France. En termes de volume des crédits, effectivement, on est en 2022 encore sur une très belle année. On a beaucoup délivré. On sent qu'effectivement, ça se tasse un petit peu là sur cette fin d'année. Il y a le contexte de taux, mais il y a aussi toutes les incertitudes qui ont été évoquées par la Banque de France, l'énergie, les problèmes d'approvisionnement, etc. Et on voit aussi, puisqu'on parle du court terme aujourd'hui, mais que globalement, les utilisations reprennent. Globalement, il y avait les PGE qui ont un peu inondé en trésorerie les entreprises. Globalement, il y en a qui ont fait le choix de rembourser. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit les utilisations de crédits court terme qui repartent à la hausse, et très nettement. D'accord, donc on a vraiment une demande de court terme qui est un symptôme intéressant. Est-ce que c'est un regard partagé par le crédit coopératif très opérationnel terrain? Oui, pareil, effectivement, le même constat. Une année 2022, globalement, en termes de versement de crédit qui est très, très bien. Mais on sent effectivement que notre stock de 2023, aujourd'hui, s'amenuise. On a peu de perspectives sur du versement d'équipements pour l'exercice 2023. Et effectivement, depuis la rentrée de septembre, on sent bien qu'on a de nouveau de la demande de la part de nos clients pour du financement court terme, parce qu'effectivement, pour certains, ils ont remboursé leur PGE et pour d'autres, ils sont en train de l'amortir. Donc, il y a un effet ciseau qui est en train de se produire actuellement, plus la conjoncture actuelle avec des délais d'approvisionnement, le financement du stock parce que il faut redémarrer l'activité, donc il faut financer ça. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on sent bien qu'on a de nouveau une réelle demande sur du financement court terme, qu'on doit analyser au global, pas que du court terme, mais c'est au global qu'il faut analyser effectivement. Oui, c'est-à-dire que la demande de financement court terme est finalement qu'un symptôme et que ça doit demander un diagnostic beaucoup plus précis sur les origines finalement. Exactement. Et les paramètres qui conduisent à cette demande court terme. J'ai à ma gauche Antoine qui a un regard assez large sur financement des entreprises. Donc là, on a une vision du court jusqu'au long terme. Quel est le regard? En fait, alors déjà peut-être quelques mots peut-être pour compléter ceux de la Banque de France sur, si je reprends la note de conjoncture de la FIM, de la Fédération des industries mécaniques hier, donc ça va en effet dans ce sens-là, c'est que donc il y a des facturations qui continuent à progresser sur un an. Donc même si on note en effet un plafonnement sur la partie production, voire un léger tassement. Mais néanmoins, la facturation est en hausse sur 2022, sur un an. Et après, si on parle des carnets de commandes, ils restent encore à des très bons niveaux, même si on sent là sur le dernier trimestre des tassements sur le carnet de commandes, même s'il reste encore une fois de bons niveaux. Et globalement, c'est assez vrai sur l'ensemble des filières, même si bien sûr il y a bien sûr des cas particuliers. Donc, sur l'exercice 2022, en effet, je peux que confirmer sur la partie investissement, financement, on va être encore de nouveau sur des années qui vont être de très bons niveaux, donc où les industriels ont été accompagnés, mais inversement, je dirais, c'est un ensemble. Donc pour financer de l'innovation, pour financer de la croissance externe, pour financer des nouveaux outils de production. Même si en effet, quand on rencontre les industriels aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, il y a beaucoup de questionnements de la part des chefs d'entreprise qui commencent à se poser des questions sur, par exemple, un investissement, augmentation de la production. Est-ce que je ne le remets pas à plus tard? Sur la partie transition écologique, par contre, économie d'énergie autour de cette augmentation, clairement, c'est des investissements qui, quand on entend en tout cas, qui vont être maintenus. Par contre, en effet, il y a des questionnements qui se posent sur, par exemple, augmentation de la production. Est-ce que je déclenche cet investissement dès maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu?
finalement, on est confronté à une difficulté majeure qui est de quel est l'effet volume et quels sont les effets prix. C'est-à-dire que quand on dit que le chiffre d'affaires a augmenté de 20%, si le chiffre d'affaires a augmenté uniquement par un effet prix, finalement, la production réelle, puisque faut aussi, on est chef d'entreprise, c'est le nombre de pièces, le nombre de tôleries qui sort, des tonnes, etc. Et une des difficultés majeures des chefs d'entreprise, c'est de comprendre et la réalité économique physique, parce que c'est de ça dont ils vivent, et sa traduction financière. Et donc, une difficulté d'analyser le chiffre d'affaires réel, la production réelle et les flux financiers associés qui sont perturbés par de multiples facteurs. On a une première question, Bernard, de Benoît, qui demande quelle est l'évolution, quid de l'évolution des stocks et des liquidités qui sont différents des crédits. Sa question s'adresse principalement à Karine, Oui, mais l'ensemble oui. des personnes peuvent répondre. Oui, alors en effet, c'est une bonne question parce que sur l'année 2022, donc les liquidités, je comprends, vous me direz Benoît, mais je comprends les liquidités, vous voulez dire je comprends la trésorerie, donc vous me direz si c'est ça ou pas. Donc les trésoreries, on voit en effet qu'elles se sont effritées au cours de l'année 2022. Alors pour plusieurs raisons et selon les entreprises pour différentes raisons. La première, c'est que les stocks sont en effet les achats, renforcement des prix des matières, donc évidemment plus de cash à sortir. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis dans le cadre des difficultés d'approvisionnement, il y a des entreprises qui ont fait le choix de surstocker, enfin de prévoir un stock de précaution. Donc c'est les raisons pour lesquelles à la fois les stocks se sont plutôt en moyenne ont légèrement augmenté en moyenne, que les trésoreries on sent un peu plus de tension sur les trésoreries. Et puis, les marges étant aussi moins élevées que sur l'année 2021, on sent il y a un impact ensuite sur la trésorerie qui va rentrer dans les caisses. Donc, voilà, un peu stock un peu plus lourd et à la fois en volume pour se protéger et puis à la fois en valeur, au bilan parce que renchérissement des stocks, d'où des besoins de financement supérieurs pour les entreprises qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour financer leurs besoins en fonds de roulement. Donc, un des enjeux majeurs, c'est quel est le diagnostic que chaque chef d'entreprise fait de sa situation et quelles sont finalement les perspectives qu'il a, le plan d'action qu'il va devoir conduire. Quels seraient les quelques conseils clés que vous donneriez à un chef d'entreprise pour analyser et faire son diagnostic de façon plus pertinente finalement pour pouvoir mieux conduire son action dans le futur? On pense, Sophie Tech, qui a aussi un regard large sur finalement la relation proche aux chefs d'entreprise. Bon, en accompagnant les industriels au quotidien, on voit très clairement que la majorité des sociétés se posent des questions. On est là pour les accompagner sur tous ces sujets de l'investissement, certes, mais on voit qu'il y a clairement des tensions sur la trésorerie au quotidien. Clairement, de grosses tensions sur la trésorerie, et on essaie de les écouter pour essayer de trouver des solutions qui puissent leur permettre de préserver leur BFR. Voilà. Mais la trésorerie n'est que le symptôme. Donc, une fois qu'un chef d'entreprise vient vous voir en disant « j'ai des tensions de trésorerie », qu'est-ce que vous faites pour savoir finalement, pour partager avec le chef d'entreprise le diagnostic, est-ce que j'ai la septicémie ou est-ce que j'ai la grippe? Non, parce que c'est ça la réalité. En fait, j'ai essayé de l'écouter, essayer de comprendre son business, essayer de comprendre son activité, pour essayer d'identifier quelles sont les origines de l'éventuel problème, s'il y en a un, s'il y en a plus. Un enjeu, on va dire. Voilà. Et puis après, on essaiera de trouver des solutions vers lesquelles orienter l'industriel. Voilà. D'accord. Donc, je reprends bien ma question centrale. Est-ce que j'ai la septicémie ou est-ce que j'ai la grippe?
parce que c'est clairement ça, finalement, le rôle de conseil que l'ensemble des acteurs autour de cette table, finalement, doivent avoir, les aider à partager l'analyse d'abord. Parce que j'ai une tension de trésorerie, moi je vais voir la BPI, voilà, j'ai besoin de trésorerie, d'accord, 1 million, monsieur. Vous me les donnez, vous me les prêtez, qu'est-ce que vous faites là? On est fini, on connaît bien le territoire, on connaît nos clients, mais c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était parce que c'est vrai qu'on a vécu quand même quelques événements majeurs là, sur les 24-36 derniers mois. Et donc globalement, les modèles qu'on connaissait avant sont plus forcément les modèles d'aujourd'hui. Et même les ratios en termes d'utilisation court terme sont plus forcément les mêmes, puisqu'aujourd'hui, il y a d'autres problématiques que vous connaissez tous, mieux que nous d'ailleurs, mais sur les délais d'approvisionnement, sur beaucoup de clients effectivement surstockés, etc. Donc c'est vrai que les ratios théoriques qu'on pouvait avoir aujourd'hui, il faut qu'on les revoie un petit peu et effectivement les causes sont aussi un petit peu différentes. Donc l'analyse, effectivement, on se remet en cause mécaniquement et on est obligé d'aller chercher effectivement un petit peu plus loin, en tout cas un peu différemment. Qu'est-ce que vous demandez à un chef d'entreprise quand il vient vous voir en vous disant voilà, j'ai un besoin de trésorerie, quel serait votre rêve finalement je veux dire, pour aborder une conversation qui va être positive, productive. Je pense que les questions sur la partie BFR, aujourd'hui, il y a différents BFR en français. besoins en fonds de roulement. D'accord. Voilà. Trésorerie, le cash. Très concrètement, Voilà. un BFR, non mais soyons très précis pour nos chefs d'entreprise, parce qu'un BFR, c'est un concept très abstrait que la Banque de France connaît très bien, que les financiers connaissent très bien. Eux aussi, ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent bien, mais d'une autre façon. Les stocks plus les créances clients, moins les dettes fournisseurs ou les dettes d'exploitation. C'est ça le BFR, peut être simple. Oui, tout à fait. Donc après, l'objet, en effet, aujourd'hui, sur les trésoreries, alors il existe un certain nombre d'outils sur la place. Je ne sais pas si l'objet, là, ici, est de les dicter de manière exhaustive, mais si on en cite quelques-unes, donc là, vous avez le DAI et la MCNE, donc qui sont des lignes court terme que vous pouvez obtenir auprès de vos partenaires bancaires. Donc le DAI, c'est la mobilisation de vos créances France. Donc vous avez un montant, vous avez une ligne de 200 000, de 300 000, de 400 000 euros qui vous est accordée par votre partenaire bancaire. La MCNE, c'est la mobilisation créance à l'étranger, c'est le DAI export. Donc c'est pour vos créances export. Je vous coupe, je me permets de vous couper. Bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on est en termes de méthode. Finalement, l'enjeu de financement, c'est de balayer large. Et donc, je vous propose de balayer, quels sont les actifs déjà sur lesquels je peux travailler, les actifs, notamment les immobiliers, les actifs, de capacité de production, les leasebacks. Donc, est-ce que j'ai besoin de tous ces actifs? Est-ce que je peux en vendre et de descendre finalement sur mes actifs? Après, sur les stocks. Oui, là, j'ai une spécialiste. Après, j'ai les créances clients. Oui. Après, j'ai ma trésor. Après, j'ai mes dettes. Et donc, je vais devoir comme ça balayer. Et il faut être systématique. C'est finalement quelles sont les origines et puis après, quels sont les modes de financement, la trésorerie n'étant que la conséquence de l'ensemble des choses. Parce que si j'ai vendu mon bâtiment à 5 millions, j'ai plus besoin d'aller chercher un court terme de 500 000. Donc après, voilà, il y a différentes méthodes. Actifs, qu'est-ce que je peux faire sur mes actifs? On va regarder justement le détail du bilan. Après, sur la trésorerie, effectivement, on va regarder le poste client déjà dans un premier temps. On va l'étudier avec le client. Est-ce que c'est des tensions de trésorerie parce que ces clients mettent plus longtemps à payer, notamment? Donc déjà savoir pourquoi ils mettent plus longtemps à payer. Donc on va regarder. On peut mettre effectivement, comme le disait, ça peut être du découvert bancaire. Très ponctuel, ça peut être de la DAI, donc effectivement on cède un poste. DAI, pardon, pour tout le monde. De la DAI, c'est la loi DAI, donc on cède effectivement des créances. C'est une cession de créance, non mais pour qu'on en profite. Je vends ma créance. Exactement. Ça ressemble à la facturage. Oui, c'est l'équivalent. Voilà. C'est la même chose ou c'est pas la même chose? C'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, on a DAI et Factor. Et dans les deux cas, je vends ma créance ou pas? Oui, vous cédez votre Non, créance. c'est juste, attendez, parce que, le chef d'entreprise, entre DAI et facturage, ça reste… D'un côté, il y a un recours et pas de l'autre. Voilà. Il y a un transfert de propriété, de l'autre côté, il y a un transfert avec recours. Et puis, il y a un autre élément qui est très important quand même dans la facturage, c'est que c'est déplafonné. C'est-à-dire que, et ça c'est fondamental pour les chefs d'entreprise en termes de suivi, c'est-à-dire que quand vous êtes sur du DAI ou MCNE, vous allez avoir une ligne qui va être plafonnée, un montant de maximum, alors que la facturage va finalement
plus vous faites de chiffre d'affaires, Il est plafonné par le plus vous montant de faites chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Exactement. Donc, D'accord. c'est-à-dire que plus vous allez réaliser de chiffre d'affaires, plus vous pouvez mobiliser de créances. Donc, l'un des grands avantages, en effet, du factor, ou en tout cas, ou des différences entre l'affacturage et le DAI ou MCNE, c'est vraiment le fait qu'avec l'affacturage, vous allez être sur du financement déplafonné. Hein. Après, avec différentes méthodes. En termes de risque, je suis un chef d'entreprise. Mhm. Je choisis quoi? Si je peux choisir entre affacturage et DAI, quel est celui qui me présente le moins de risques et qui est le moins cher? Attendez, moi je suis concret. Qu'est-ce qui est le moins cher et qu'est-ce qui est le moins risqué pour un chef d'entreprise? Affacturage ou DAI, toutes choses égales par ailleurs? Question rouge. Hein. Ouais, oui, c'est alors. Je sais pas s'il y a même, mais sincèrement, je sais pas s'il y a une réponse différente, mais ce qu'il ouais. faut peut-être effectivement Allez-y. regarder, nous, la problématique quand on a un sujet de trésorerie, c'est est-ce que déjà c'est pléthorique? Est-ce que c'est structurel ou pas déjà globalement? Ah. Est-ce que c'est un besoin, voilà, est-ce que votre besoin est structurel? Et dans ce cas-là, effectivement, on va pas forcément adapter nous les mêmes outils. Maintenant, en clair, hein, les outils court terme, on est là pour en parler. C'est pour financer globalement vos besoins quotidiens, vos besoins qui sont liés à votre cycle d'exploitation. Maintenant, si la problématique elle est structurelle, on va pas regarder sur du court terme. En d'autres termes, Du vous ne long et voulez du pas court terme. financer mes pertes avec du court terme. Il y a d'autres solutions. Non, mais non. Non, mais voilà, après, il y a des solutions de financement qui sont adaptées à chaque besoin. Et en clair, le court terme n'est pas là pour pallier un problème structurel. Ce qu'on va noter, par exemple, sur les solutions d'affacturage, donc en effet, on est là pour financer des cycles d'exploitation. Ce qu'on peut ajouter par rapport à ça, c'est que, et on le note là d'ailleurs, hein, si on prend par exemple, nous, à travers les activités CMECA, il y a une augmentation là, hein, des impayés depuis maintenant qui s'observe, hein, depuis quelques mois. Hein, c'est incontestable. Mais encore aujourd'hui, on est encore en face, c'est beaucoup de clients qui sont in boni, c'est-à-dire qu'il y a des recouvrements de créances. Hein, les créances sont recouvrées. Mais on note quand même cette tendance-là. Ce qu'on a peur pour 2023, si on parle après des projections, c'est qu'en effet, les craintes, c'est que c'est ces sociétés-là qui subissent aujourd'hui des tensions de trésorerie, que ça se transforme en faillite. Par contre, la conséquence sur le BFR, il est immédiat dans le sens où on note de nouveau quand même des rallongements de délais de paiement, alors qu'on a des délais fournisseurs, eux, qui sont, qui restent identiques, voire qui se raccourcissent. Donc, en effet, ça crée des décalages. Et ce qui va être DAI, MCNE, à facturage va être fait pour notamment financer cela, en fait, hein, les décalages entre vos délais fournisseurs et vos délais clients. Donc, un des enjeux majeurs, c'est l'analyse de savoir si les besoins sont de nature conjoncturelle, structurelle, de mieux comprendre l'origine de ce besoin et les caractéristiques de ce besoin. Finalement, je me demande si je ne vais pas... J'ai un gros stock, en plus il a pris de la valeur parce que tout a augmenté, donc mon stock d'acier a pris 30%, c'est impeccable. Donc finalement, je me demande si c'est pas plus simple, moins cher, pardon, je suis très pragmatique. Je vais donc aller voir Oxiga, ils ont l'air de savoir me donner de l'argent si j'ai des stocks. C'est vrai ça? Alors, en fait, on ne donne pas d'argent. Ah merde. On étudie une garantie. C'est toujours les banques et les créanciers en fait qui vont vous donner de l'argent. Oxiga, en fait, on est spécialiste dans les stocks, donc dans l'étude des stocks de l'entreprise. Donc en fait, on va étudier la garantie, c'est-à-dire la possibilité de prendre en gage vos stocks pour un crédit. Donc c'est très intéressant parce que c'est une garantie qui est très très sûre. Donc du coup, ça va appuyer votre dossier chez vos partenaires bancaires. Effectivement, moi, je rejoins l'ensemble des choses qui ont été dites pendant la présentation. Et effectivement, le stock a fortement augmenté parce que les clients, nos clients et nos prospects qu'on rencontre actuellement ont vraiment acheté beaucoup pour se prémunir. Face à la crise Covid, en fait, ils se sont retrouvés sans stock et du coup, ils ont acheté des grosses quantités. Mais du coup, ça a été acheté il y a quelques mois et de ce fait-là, en fait, ils ont plutôt bien acheté. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et en fait, donc les clients ont beaucoup de stocks. Je rejoins aussi Antoine sur le fait que les délais fournisseurs ont vraiment réduit, ce qui fait qu'en fait le stock appartient aux entreprises, les stocks appartiennent aux entreprises. Et ça, c'est un point clé dans notre intervention, c'est qu'en fait, on va prendre en garantie les stocks qui vous appartiennent, que vous avez achetés, ou les stocks que les entreprises ont achetés, ou les stocks que les entreprises ont produits. Donc effectivement, quand il n'y a pas de solution sur les créances clients parce que vous n'en avez pas, vous êtes payé comptant par exemple, le stock c'est une richesse qui est dans l'entreprise et qu'on peut prendre en garantie pour obtenir des crédits. Donc si je comprends bien, j'ai un stock d'inox, matière première par exemple, j'en ai pour 500 000 euros.
vous garantissez mon stock? Non, vous apportez une garantie à la banque qui va me Tout à fait. prêter 500 000 euros. Tout à fait. Enfin, peut-être pas autant que 500 000. Oui, voilà, vous pouvez Bah, je ne sais comprendre. pas, si c'est 10% de la valeur de mon stock, ça ne va pas être terrible. Non, d'accord. En fait, il y a un taux de couverture effectivement qui est généralement pratiqué. C'est combien en moyenne? C'est 120%. D'accord. Donc, je vais vous payer et je vais payer 2 acteurs pour pouvoir financer, enfin, avoir un financement sur un stock qui a été gagé par Oxiga. C'est ça? Oui, tout à fait. Parce Donc, ma banque ne prend pas de risque en quelque sorte. qu'elle prend un risque quand même parce qu'elle accorde un crédit. Oui, mais si elle est garantie par le stock que Tout à je voulais. fait. Donc, Elle est créancier prioritaire en fait. d'accord. Mais le risque est très diminué. Tout à fait. Non, c'est juste pour que je sache Oui, c'est vrai. quelle est ma capacité de négociation avec mon banquier. C'est-à-dire qu'il ne va pas me demander et ma garantie et en plus la garantie sur le stock. C'est-à-dire qu'il devrait avoir des conditions compétitives, non? Effectivement, c'est une garantie, enfin vraiment de choix. Non, c'est juste. Oui, après, on n'octroie jamais un crédit par rapport à la garantie. On octroie un crédit si on estime que l'entreprise est en capacité de Vous n'êtes pas prêteur sur gage, bien sûr. Tout à fait. Donc, effectivement, on peut demander le gage sur stock en garantie pour nous garantir, nous. Mais le but n'est pas que la société fasse défaut. Donc, si on met en place un financement, c'est qu'on estime qu'on est là pour pallier un besoin et que l'entreprise sera en capacité. Mais effectivement, le gage sur stock vient garantir l'établissement bancaire. Alors, très souvent, quand on va voir son banquier, on a une espèce de cotation, une espèce d'évaluation, et souvent la Banque de France n'est pas très loin, parce que j'ai l'impression qu'on a des notes avec cet organisme important. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la plus belle des notes avec vous? Il faut que je vienne vous voir. Qu'est-ce que je fais là pour avoir une belle note? Alors, ce qui est certain, c'est que en effet, il vaut mieux demander un entretien à la Banque de France pour échanger avec un de nos analystes au moment de l'attribution de la cotation ou même après coup si vous ne l'avez pas fait avant. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est bien d'avoir un échange avec la Banque de France pour 2 raisons. Parce que la première, la cotation, elle s'appuie sur 2 choses, à la fois sur les documents comptables qui nous sont adressés par la DGFiP, mais aussi sur des éléments qualitatifs qui vont porter sur les prévisions d'activité, sur l'environnement, sur votre positionnement par rapport au marché, enfin un certain nombre d'éléments, d'informations qu'on va recueillir lors de ces entretiens. Et c'est d'autant plus important de solliciter la Banque de France pour la cotation lorsqu'il y a un exercice qui est moins favorable que le précédent, parce que l'idée de la cotation, c'est pas de faire du yo-yo, c'est d'essayer de lisser au mieux. En tout cas, on dégrade pas des cotations des entreprises pour leur poser problème. Si on a des éléments qualitatifs, des prévisions qui nous permettent de lisser sur 2 années, on peut le faire. Après, il nous faut ces éléments-là. Donc, un conseil, c'est en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour venir échanger sur votre situation. Parfois, c'est la Banque de France qui vient vers vous pour vous demander un rendez-vous. Mais en tout cas, sachez que c'est important de le faire aussi de votre côté. Donc, c'est plus qu'un conseil, c'est une recommandation express. Chef d'entreprise, allez vous vendre aux partenaires financiers, à la Banque de France, et allez vous vendre en étant muni de quelque chose qui est très important. Vous avez dit des perspectives sur 2023. Donc, allez voir, Jérôme, faut aller voir Jérôme avec un business plan permettant de montrer qu'on va gagner 0 l'année prochaine. On essaiera d'avoir une analyse différente quand même. Oui, mais si c'est ma vision, je vais gagner 0 l'année prochaine, est-ce que je suis bien reçu? Il sera écouté. Vous serez écouté, Bernard. Vous serez écouté. Merci, Jérôme. Vous serez écouté et le dossier sera instruit pour bien vérifier que l'on puisse ou pas accompagner la société, bien évidemment. Mais on fera tout et toutes les personnes ici autour de cette table sont là pour essayer de trouver des solutions pour permettre à la société de poursuivre son exploitation, tout en soi. Je vais parler plus fort, excusez-moi. Donc, toutes les personnes autour de cette table sont là pour essayer de permettre aux sociétés que nous accompagnons
de poursuivre leur exploitation. Donc oui, parfois nous obtenons et nous avons besoin d'un business plan pour avoir une meilleure lisibilité sur ce que sera le business compte tenu de cette nouvelle dette qui arrive sur la table. Voilà. Et puis en fonction de ça, l'établissement bancaire, les établissements de garantie qui accompagnent les banques vont bien vérifier si la société peut supporter cette dette supplémentaire qui arrive au bas de bilan. Donc, très important, arriver chez son partenaire avec un compte de résultat prévisionnel au moins sur 2023, voire 2024, c'est-à-dire non pas la prévision du temps qu'il fera en 2023, mais l'ambition que le chef d'entreprise a pour 2023 avec la structure financière associée. Est-ce que vous le voyez souvent ou est-ce que c'est rare? Ou est-ce qu'il faut attendre le mois de juin pour avoir la prévision de 2023 ou l'ambition du chef d'entreprise de 2023? Non, généralement, quand on le demande, Vous l'avez tout de suite? on l'a, plus le plan de trésorerie quand même qui est assez important pour étudier la trésorerie. C'est quand même mieux d'avoir un plan de trésorerie et effectivement un business plan, une prévision de l'exercice 2023 en termes de perspective. Mais généralement, les chefs d'entreprise, il n'y a pas de problème pour avoir ces éléments-là. Donc, vous aurez les comptes 2022 dès février, avec la prévision 2023 dès février, ou même dès janvier. Peut-être pas au mois de février. Oui, mais si vraiment, mais c'est loin. Je partais le mois d'avril, mais globalement, je partage le même sentiment. Globalement, effectivement, les banques sont quand même bien documentées. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, le seul conseil, peut-être, c'est d'anticiper au maximum. Alors, c'est pas toujours évident, on est dans un monde qui est mouvant, hein, mais c'est vrai que des fois, on a des demandes qui sont un petit peu tardives, et pour nous, c'est plus compliqué. On a des questions, Bernard, chers intervenants. Donc, une question et une remarque. Je vais commencer par la remarque. C'est la plus facile à traiter, potentiellement. La problématique du délai de paiement des clients qui a tendance aussi à s'accentuer. Un crédit interentreprise augmente. Quels sont les recours possibles pour éviter des débordements trop généreux, si je puis dire? Et puis, une autre question de Benoît qui s'interroge sur comment donner de la souplesse au remboursement des PGE sans marquer au fer rouge les entreprises. Globalement, un quart du chiffre d'affaires sur 4 ans, c'est souvent trop loin. Sur les délais de paiement, est-ce qu'on a un indicateur objectif comme quoi les délais de paiement interentreprises se sont dégradés, améliorés ou sont stables? Qui peut répondre? Parce qu'entre ce que je vis moi et ce que je vis ma filière, est-ce que j'ai une information objective pour savoir si c'est moi qui suis à côté de la plaque ou si c'est général? Là, je ne vais pas pouvoir donner de chiffres précis, mais il y a eu les assises des délais de paiement il y a peu de temps. Très clairement, les délais de paiement ont tendance en effet à retourner plutôt vers une augmentation. Donc il faut y être bien évidemment très vigilant. Donc ça c'est le retour. Après ce qu'on note et ce qu'on a comme retour, si on prend les chiffres, que ce soit les sociétés d'information ou les sociétés d'assurance crédit, aujourd'hui toutes sans exception notent une augmentation des déclarations d'impayés. Ce que ça veut dire, c'est que en face, c'est pas forcément une entreprise, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en face, c'est pas forcément une entreprise qui a fait faillite, mais ça veut dire que c'est une entreprise qui a des tensions de trésorerie et qui n'arrive donc pas à payer dans les temps son fournisseur. Là, clairement, on note une tendance haussière depuis le début d'année. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est qu'on n'est pas, si on prend par contre le nombre de faillites, même si on entend une forte augmentation des faillites aujourd'hui dans différentes communications, je dirais qu'il y a aussi finalement un peu un phénomène de rattrapage entre guillemets par rapport à 2019, puisque avec l'impact du PGE et des différents accompagnements, 2020 et 2021 a été finalement très faible en défaillance nette. Donc il y a comme un phénomène de rattrapage. Et après, l'autre sujet, c'est donc ça, je dirais que c'est la preuve par A plus B qu'il y a bel et bien des tensions de trésorerie et qu'il y a un allongement des délais de paiement. L'autre point que l'on peut citer, je l'ai vu dans le chat, donc je me permets de mais sur l'aspect affacturage, en effet, ça fonctionne bien si la créance est admise et de qualité. Voilà, et de qualité. L'idée, c'est que ici aussi, d'où l'importance, je dirais, faut communiquer avec ses banquiers, ça c'est fondamental, avec BPI, mais il faut aussi communiquer avec ses assureurs crédit. Ça, c'est un point fondamental parce que un fournisseur, s'il n'a pas de garantie, quand il va vous vendre du matériel, s'il a un contrat d'assurance crédit, mais ce qui est vrai pour un très grand nombre d'entreprises aujourd'hui, tous les grands groupes ou ETI et de plus en plus de PMI ont ce type de dispositif.
je n'ai pas de garantie sur mon client, je fais un paiement d'avance. Ou alors, j'ai que 50 000 et puis j'en ai besoin jusqu'à 100 000. On a d'ailleurs fait une note et une newsletter sur cette thématique, dans l'importance justement de communiquer aussi avec ces assureurs crédits, de façon à, justement, quand il y a un bon bilan 2021, un bon bilan 2022, surtout de le communiquer, mais éventuellement de l'accompagner aussi d'un business plan, vraiment entretenir une relation. Donc, si jamais vous avez besoin, sur Sofitech et CMK, on est là pour ça aussi, pour vous accompagner, vous aiguiller vers les bonnes personnes vers qui vous devez vous appuyer. Mais c'est ce qui va permettre aussi une bonne communication, d'avoir que votre fournisseur, quand il va faire une demande d'augmentation de garantie, qu'il ait un accord, de façon à ce que il n'y ait pas une remise en cause tout simplement de votre délai fournisseur, de votre délai contractuel. Donc ça, c'est vraiment un point Donc, vraiment fondamental. une recommandation forte, Oui. De connaître sa cotation finalement, Exactement. auprès des assurances et travailler pour que ça soit la meilleure cotation Tout à possible, fait. mais surtout connaître déjà la sienne de cotation Exactement. et connaître celle de ses clients. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà. je veux dire, à acheter de la cotation, acheter pour avoir l'information sur les cotations. Alors, en sachant que depuis c'est après 2009, et puis après, voilà, je ne veux pas être trop long surtout, mais donc on avait fait nous un guide avec la médiation du crédit, notamment après la crise de 2009 en fait, qu'on pourra recommuniquer parce que je dirais à chaque cycle difficile, il est important de recommuniquer sur cette thématique. Et donc ça avait été fait donc avec la médiation du crédit et avec la présence des assureurs crédit. Donc aujourd'hui chaque entreprise peut suivre sa cotation de manière gratuite. J'insiste. Merci. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de gratuit dans ce bas-mond. Non, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut notez-le aussi. bien, s'il vous plaît. Non, mais c'est important, très de le savoir. C'est qu'aujourd'hui, vous avez possibilité de vous inscrire sur les sites des assureurs crédits. Il y a des démarches, de façon à ce que ça soit des démarches en plus qui soient strictement confidentielles, de façon à ce que vous puissiez suivre votre cotation et que si jamais l'assureur crédit vous décote parce que il y a peut-être une donnée automatique, qui aurait pu avoir un impact, un moment négatif, je ne sais pas laquelle, mais surtout de façon à ce que vous ayez, vous, l'information immédiate et qui vous permet de réagir avant que ce soit un fournisseur qui vous appelle, ce qui est toujours très désagréable, en disant paiement comptant. Voilà, paiement comptant parce que j'ai pas eu la garantie escomptée. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment un point qui est fondamental. Et bien, je repasserai le guide. Je pense que c'est quelque chose qui peut en effet recommuniquer. D'accord. Voilà, donc alors la situation se détériore et je crois que la médiation du crédit est un dispositif sous l'égide de la Banque de France. Oui. Donc, peut-être vous pourriez nous dire 2 mots. Comment ça se passe là? Est-ce que je prends des risques à solliciter le médiateur du crédit avec mes gros clients? Absolument pas. Je pense qu'en effet, c'est plutôt une bonne démarche. Peut-être dire 2 mots pour nos auditeurs sur la médiation du crédit. Donc, en fait, Oui. c'est un dispositif qui avait été mis en place après la crise de 2008 et l'objectif, il est toujours la même, c'est d'accompagner les entreprises qui ont des difficultés, un refus de financement. Donc, il y a les 2/3 des dossiers, en fait, c'est des refus de nouveaux financements, mais ça peut être aussi une rupture, ça peut être aussi une rupture dans un financement, une rupture avec l'assureur crédit. En tout cas, il y a la possibilité de consulter, de faire appel à la médiation du crédit. Donc, concrètement, c'est via le site internet de la médiation du crédit et il y a aussi une adresse pour contacter la médiation du crédit de son département que je communiquerai à Mathieu pour qu'il puisse vous la donner. Et donc, en fait, ce que je voulais vous dire, donc comment ça se passe, donc c'est que c'est l'entreprise qui dépose son dossier et la médiation du crédit. En fait, il y a un accord de place avec les partenaires bancaires et les assureurs de crédit qui repose sur 2 principes qui sont très importants. Le premier, c'est que pendant cette période de médiation, les lignes court terme et moyen terme, elles sont sécurisées, elles ne peuvent pas être supprimées. Donc, ça permet quand même de négocier dans un contexte avec plus de sérénité. Donc, ça, c'est le premier accord. Les partenaires financiers doivent se mettre autour de la table pour discuter avec l'entreprise et le médiateur du crédit qui est le directeur départemental de la Banque de France.
Et puis ensuite, côté médiation du crédit, on s'engage à proposer, à recommander des solutions qui sont tenables et qui ne mettent pas les partenaires banquiers en risque. Donc, la médiation du crédit, elle a été très fortement sollicitée en 2020 au moment de la crise sanitaire et notamment lors de la mise en place des PGE, parce que même s'il y a eu très peu de refus, hein, c'est moins de 3% de refus de PGE, il y a eu un certain nombre de cas et il y a eu beaucoup de dossiers. Et ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, parce que j'ai vu une question sur les difficultés de remboursement du PGE, c'est que la médiation du crédit, elle peut être aussi sollicitée pour les PGE qui sont inférieurs à 50 000 euros dans le cadre de restructuration. Donc, en fait, c'est la possibilité, c'est une analyse au cas par cas, hein, c'est pas un droit, mais c'est une analyse au cas par cas de prolonger entre 2 et 4 ans la période de remboursement du PGE. Donc, lors de cette renégociation, hein, lors de cette restructuration, c'est l'ensemble des crédits, l'ensemble des financements de l'entreprise qui sont analysés. Et Pardon de vous couper, pour que les choses soient très claires pour nos participants. Oui. Souvent, on mélange la médiation du crédit et la médiation interentreprise. Je veux dire, sur les crédits entre entreprises avec les grands donneurs d'ordre. Oui. Donc, la médiation du crédit, c'est les financements avec les banques et les assureurs crédit. C'est lorsqu'il y a un refus de financement. Et la médiation interentreprise sur les crédits, enfin sur les délais de paiement entre entreprises. Là, c'est pas le médiateur du crédit, c'est pas. Non, c'est pas le médiateur du crédit. Ouais. Mais quand on sollicite, je veux dire, on a un grand donneur d'ordre qui a des délais de paiement au-delà des éléments légaux. Qu'est-ce que je peux faire? La SNCF me paye à 120 jours. Qu'est-ce que je fais? Il y a quand même la loi LME qui existe, d'accord, qu'il faut quand même rappeler. Après, j'essaye de faire appliquer la loi LME, moi, petite entreprise, avec la SNCF. Ou avec les grandes centrales de GMS. Clairement, enfin voilà, hein, on va pas se mentir, hein, là la solution est compliquée. Hein, enfin, je veux dire, surtout si vous êtes seul face, en effet, à des difficultés d'avoir un client qui ne reste pas à la loi LME. Bon, alors voilà, en effet, il y a les médiations, hein, mais bon, voilà, après commercialement, c'est pas toujours évident, bien évidemment. Donc c'est la médiation interentreprise. Hein. Vous pourrez accéder à un précédent webinaire où nous avions traité le sujet, avec notamment le témoignage de Damien Asselin, qui est une PME sous-traitante en aéronautique confrontée à cette problématique au regard de son portefeuille client, composé essentiellement de grands donneurs d'ordre. Et lui, son mot d'ordre, c'était vraiment: n'hésitez pas, la médiation interentreprise, le médiateur des entreprises est là pour ça. Et ça fluidifie beaucoup les relations. Important, on oublie que même un grand donneur d'ordre, je veux dire, la relation qu'il a avec son fournisseur et son sous-traitant n'est pas toujours une relation de dépendance du sous-traitant à son grand donneur d'ordre. On voit aujourd'hui des grands donneurs d'ordre qui sont dans des difficultés majeures parce qu'ils ont plus de fournisseurs et qu'ils sont dans tension maximum sur, je veux dire, la sécurisation de leurs appros et de leurs fournisseurs. D'autre part, il peut y avoir des corrélations entre la direction affichée de l'entreprise et le comportement individuel de l'acheteur avec lequel vous êtes en contact. Faire appel à la médiation interentreprise peut aider à réaligner le discours avec le comportement de l'acheteur individuel. En d'autres termes, l'acheteur cherche à avoir le meilleur prix, alors que la politique générale de l'entreprise peut être un peu plus conciliante, et donc faire revenir l'acheteur à des meilleurs sentiments. C'est ça que ça veut dire. J'aimerais rebondir, Bernard, sur un mot qui apparaissait dans le chat tout à l'heure, qui évoquait le sujet du PGE. Ah, mais c'est parfait. Et
en effet, donc le PGE est arrivé au moment de la crise Covid. J'ai pas envie de le rembourser. Allez, prenons une hypothèse simple. Voilà, le PGE est arrivé avec la crise Covid. Et très clairement, et je rejoins les propos qui étaient tenus par Antoine préalablement, le PGE a clairement anesthésié certaines situations d'entreprise et ça reste ni plus ni moins une dette. Donc elle est en bas de bilan, il va falloir le rembourser et très clairement, cette dette qui est sur une durée d'amortissement assez courte impose des échéances assez lourdes qui étouffent la capacité pulmonaire de la société. Autrement dit, sa CAF, sa capacité d'autofinancement, cette aptitude de la société à pouvoir rembourser. Donc oui, très clairement, le PGE a clairement freiné l'aptitude d'une société à pouvoir investir et à être accompagnée dans ses investissements par un accompagnement bancaire, de par la présence de ces PGE. Les choses ont tendance à s'améliorer, on le voit. Je rebondis sur cette question-là que je voyais dans le chat parce que bon nombre de dirigeants que je rencontre me parlent de la lourdeur du PGE. Certes, mais c'est ainsi, il faut qu'on travaille avec, il faut accepter ce qu'il impose et on doit petit à petit arriver et parvenir à le rembourser pour se permettre de libérer une capacité pulmonaire qui permettra d'avoir accès à l'investissement souhaité. Voilà. Ok. Très concrètement, vous avez beaucoup de demandes de rééchelonnement du PGE? À l'heure actuelle, Oui. Non. Pas encore? Je disais dans les Échos, au 14 octobre, il y avait 441 dossiers de PGE inférieurs à 50 000 euros et 43% ont vu leurs échéances repoussées sur un maximum de 4 ans. Ça veut dire quand même que le PGE se renégocie dans ses échéances et qu'on peut reporter, je veux dire, dans une négociation globale avec ses partenaires financiers, dans une restructuration globale, en tout cas les PGE. Quand on a 43% des dossiers qui ont vu leurs échéances reportées, ça veut dire que quand même, il y a un champ possible, je veux dire, de... Si je peux me permettre, à 50 000. En dessous de 50 000. Quand moi, pour mon cas, j'ai demandé... pour faire des investissements sur 2022, j'ai posé la question. Et il est supérieur à 50 000, on ne voit pas dans ce chiffre, peu importe. Le problème, c'est qu'on fait une inscription d'entreprise. Exactement. Et là, ça pose un problème avec les partenaires banquiers. Là, ça pose un vrai problème avec les partenaires banquiers. J'ai réussi à faire l'investissement 2022, très bien. J'ai des perspectives sur 2023, j'ai de l'investissement à faire là. Et là, le banquier, il recule. J'ai des perspectives, j'ai des clients qui propose d'augmenter des chiffres, j'ai besoin d'investir, j'étais sur le parking du téléphone avec mon responsable, on a des prix, il me dit on fait quoi? J'ai dit il faut que j'aille voir, il faut retourner voir les banques et voir comment on va faire. Et comme le PGE effectivement est lourd, mais le PGE nous a aidé à passer le cap, il faut être clair. Ça a été une solution qui a été efficace. 140 milliards pour l'économie française. Ah non, mais ça c'est clair. Sauf que là, effectivement, la durée de remboursement nous a fixé un peu. J'ai pas de problème de trésorerie, voilà, pas de problème de trésorerie aujourd'hui. J'ai alors effectivement de l'allongement client. Le problème, c'est l'investissement. Vous avez parlé d'inscription. À première vue, on monte un dossier à la Banque de France, on est obligé d'amener des éléments, mais on est inscrit. Ça veut dire quoi en Banque de France? Ça veut dire quoi concrètement qu'on est inscrit là, si on a une renégociation des échéances du PGE? À plus de 50 000. À plus de 50 000. Je peux. Oui, ben, Donc merci. justement, c'était. Merci. Pour profiter, je suis en direct. Profitez. C'est justement le sujet que je voulais évoquer là tout à l'heure quand on parlait de la médiation du crédit sur les restructurations de PGE. Parce qu'en effet, je voulais préciser pour être complète que lorsqu'on demande une restructuration de PGE, on renégocie la dette et que c'est analysé comme un défaut dans le sens où il y a une échéance de prêt, pour laquelle l'entreprise était en difficulté pour rembourser cette échéance, donc une difficulté de trésorerie. Et en effet, on parle souvent de l'impact sur la cotation Banque de France, puisque lorsque l'entreprise est là, elle est en défaut. Le dossier est à nouveau analysé et il est possible que l'entreprise elle soit décotée parce que oui,
c'est pas systématique, mais c'est possible que ça soit le cas parce que la cotation, en fait, ça trace, ça marque la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements dans les 2 années à venir. Donc, si elle a été amenée à renégocier et qu'elle ne pouvait pas rembourser, ça peut entraîner une dégradation de la cotation et des conditions moins favorables ensuite pour avoir des financements. Mais c'est aussi l'analyse des banquiers. D'ailleurs, les personnes qui sont autour de la table pourront dire quel est leur ressenti sur le dossier. Mais lorsqu'on a été amené à décaler ou à étaler une échéance, c'est difficile de financer davantage l'entreprise. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur la restructuration des PGE, ça permet de maintenir la garantie de l'État entre 2 à 4 ans supplémentaires et à étaler ces échéances. Antoine? Nous, ce qu'on note en effet, c'est que en effet, les statistiques sont vraies, mais c'est vrai que sur le secteur industriel, clairement, les PGE sont toujours au-delà de 50 000. Parce que c'était 25%, on pouvait emprunter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Très clairement, un grand nombre d'entreprises ont profité, et en plus sur les bases 2019, ça faut pas l'oublier, qui était une très bonne année. Donc ça, faut quand même bien l'avoir à l'esprit. Et qu'aujourd'hui, nous, les entreprises qui renégocient cette dette PGE passent par des procédures amiables, voire autres, Voire judiciaire. voilà. Mais clairement, aujourd'hui, dans le retour que nous avons et dans l'échange que nous avons avec nos industriels aujourd'hui, très clairement, quand il y a pour les PGE supérieurs à 50 000, mais qui sont pour moi 100% des cas des mécaniciens et des métallurgistes, quasi. S'il y a une difficulté, clairement aujourd'hui, en tout cas dans les retours d'expérience que nous avons et des contacts que nous avons avec les industriels, ça passe par des procédures. Ça veut dire, quand on dit procédure, pour que les choses soient précises, mandat, aussi, ça peut être on a les procédures qui sont les procédures confidentielles, mandat ad hoc, notamment, conciliation et éventuellement judiciaire avec les procédures de sauvegarde, voire de redressement judiciaire et dans le pire des cas de liquidation judiciaire immédiate. Mais en d'autres termes, est-ce que le recours à la conciliation en mandat ad hoc est une solution, pertinente pour rassurer les prêteurs ou pas? C'est pire que bien ou ça dépend de chaque dossier? C'est pas que je veux pas répondre à cette question. Non, mais je sais que c'est une question difficile. Elle est pas évidente cette question. C'est peut-être, je veux pas mettre ça dans le camp des banques ou des pays sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que il faut quand même que ça soit mûrement réfléchi, parce que les procédures, il y a des procédures amiables dans lesquelles qui vont rester de principes confidentiels, quand même. Mais c'est quand même des sujets qui doivent être profondément réfléchis, parce qu'après, par contre, si on sait que ce type de procédure de renégociation de dette, etc., ça peut avoir des impacts sur vos partenaires financiers. Et puis après, suivant les étapes dans lesquelles on est, ça peut aussi avoir des impacts sur vos relations fournisseurs, vos relations clients. Donc, si vous voulez, c'est quand même une analyse compliquée, complexe. C'est une analyse qui est complexe. Désolé de ne pas faire une réponse parfaitement précise, mais clairement, c'est complexe. C'est complexe, ça veut dire que ça nécessite pour le chef d'entreprise d'anticiper le débat, d'en discuter avec ses partenaires habituels, experts comptables, avocats, filières professionnelles, se faire conseiller de façon très en amont, de savoir finalement quels sont les enjeux, de la posologie quelque part. Est-ce que si j'ai une grippe et que je me soigne comme si j'ai une septicémie, ça ne va pas le faire. Et inversement, si je me soigne pour ma septicémie avec du paracétamol, c'est peut-être pas forcément la bonne réponse. Donc c'est l'enjeu finalement, il est là. Oui, mais je partage tout à fait la vision d'Antoine. Et c'est vrai que souvent, quand on va vers des procédures, nous aussi, en interne, pour être très transparent, on fait la main. C'est-à-dire que souvent, effectivement, c'est d'autres interlocuteurs qui sont ces d'autres services. Avantages, inconvénients. On n'est plus forcément dans la logique commerciale non plus. Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, nous, clairement, on perd un peu la main. Ça veut dire qu'il faut vraiment se poser la question, avantages, inconvénients d'une procédure, anticipée. Est-ce qu'il y a des solutions avant, Donc, complètement. C'est ça. Et ça, il faut qu'on en discute, en fait. D'accord, oui, non, mais c'est bien sûr qu'on ne va pas répondre là, chaque cas, comme la maladie, chaque cas est particulier, donc on ne va pas dire, c'est tel.
telle thérapeutique qu'il faut utiliser. Bernard, j'en profite, hein, la parole était à Julien. J'ai une question concernant le secteur spécifique automobile qui est particulièrement impacté par les retards de livraison de véhicules neufs par les constructeurs. C'est une question d'Alain. Je pense à toi, Julien, parce que BPI est forcément maillé sur les filières. Est-ce que, à ta connaissance, il y a des dispositifs spécifiques pour aider la trésor des sous-traitants automobiles? Des dispositifs spécifiques, non. Après, on rentre effectivement dans le cadre des dispositifs classiques. Ce qui est certain, c'est qu'on a mis en place aussi des financements à maturité plus longue, dans le contexte où il y a aussi les PGE. Donc, globalement, sur certains types de CAPEX, on peut aller à 10 ans, hein, ce qui est beaucoup, hein, mais ce qui permet de passer un peu le cap aussi et de digérer un petit peu les PGE. Mais après, non, je n'ai pas de mesures dédiées spécifiques d'aide en particulier, quoi. Très bien. Et PGE Résilience, quid? On n'a pas vu beaucoup passer, je sais pas, mais on n'a pas beaucoup de dossiers qui sont passés par chez nous, mais Nous, on a peu de retours, en effet, également. En effet, il y a peu de sujets sur le PGE Résilience aujourd'hui. Ouais. Ça reste un PGE, ça reste un emprunt. Il faut prouver qu'on sera en capacité de le rembourser. Ah oui, tout à fait. C'est ça. Oui, c'est de la dette. Comme toute dette, il faut être capable de montrer qu'il y a des perspectives de remboursement, sinon il n'y a pas de prêteur. Sinon, il faut trouver de nouveaux actionnaires qui investissent en capital et qui sont dans une logique de prise de risque. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas remonter, je veux dire, sur d'autres financements qui sont tout simplement des financements en fonds propres. Quand je dis tout simplement, c'est aussi une solution, c'est-à-dire que d'ouvrir son capital, voire même plus, je veux dire, de céder son entreprise avec des actionnaires qui seront plus costauds pour assurer la pérennité des activités économiques. Avant de céder son entreprise, Bernard, que pensent nos intervenants du leaseback, la cession d'actifs? On sait que c'est du dernier recours, hein, généralement, mais quel est le retour d'expérience, avantages, inconvénients de ce modèle? Ça peut être une solution. Ouais, après, c'est comme tout. C'est du cas par cas aussi, on va dire. Mais ça peut être une solution parce qu'à un moment donné, peut-être que le chef d'entreprise avait eu l'opportunité, avait peut-être autofinancé à un moment donné. Aujourd'hui, le contexte est différent, donc on peut effectivement étudier une solution de leaseback. Après, c'est du cas par cas et c'est effectivement, c'est pas généralisé à ce stade, mais ça peut faire partie des solutions. Ça peut clairement être une bonne solution. Ouais. C'est plutôt une bonne solution. Et effectivement, ça avait été mis en place post-2008. Globalement, ça avait très bien marché. Là, globalement, dans le même système, globalement, en plus, il y avait des efforts qui étaient faits sur les plus-values. Donc, globalement, c'était plutôt un bon système. Et globalement, jusqu'à peu, globalement, ça coûtait quand même pas très cher. Donc là, les taux, effectivement, à 15 ans sont plus les mêmes qu'il y a 6 mois. Mais globalement, c'était une solution assez économique. Hein. En sachant que le leaseback peut se faire sur l'immobilier, mais également sur la partie. Voilà, tout à fait. Donc, c'est important peut-être à rappeler. Parce que c'est pas toujours dans les réflexes, en effet. Mais sachez que c'est possible sur ces deux thématiques. On voit le leaseback en effet sur de l'immobilier, mais sur du matériel et voire même du petit matériel. C'est une déclinaison que j'apprécie assez parce que de toute façon, c'est un investissement qui a été fait sur fonds propres par l'entreprise qui est déjà en place. Donc, c'est une mise en place. Il y a un contrat qui administrativement se met en place rapidement. On le voit avec un accompagnement bancaire classique. On le voit également par la location financière de leaseback, même relativement fréquemment. Bon nombre de banques aujourd'hui ont une structure qui est consacrée à la location financière et c'est un aspect, un accompagnement, une ligne de financement que l'on voit fréquemment dans la location financière. Rappelons simplement, pour tout actif, finalement, l'analyse va porter sur quel est le risque de cet actif qu'on cherche à céder et que la banque va peut-être, ou une de ses filiales, racheter. Donc, sa liquidité, son risque et donc le corollaire de tout ça, quel est le taux d'intérêt qui va être associé. Bien évidemment, plus c'est risqué, c'est-à-dire si mon bâtiment est en rase campagne et que de toute façon, j'ai pas d'autres locataires que moi-même, ça va être compliqué. Alors que si c'est un bel immeuble boulevard Haussmann, forcément, je pense que la négociation va être plus facile puisque c'est un actif qui est plus liquide, moins risqué et donc qui sera plus attractif, donc moins coûteux. Donc, bien se souvenir des 3 paramètres clés. Je veux dire, sur les actifs. Il vaut donc mieux commencer néanmoins par les stocks. Justement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est
un ensemble de mesures, sauf cas particulier, on est face à une situation complexe, des perspectives avec beaucoup d'incertitudes. La réponse ne peut pas être, sauf exception, sur un point uniquement. Donc, il faut vraiment avoir quelque part une stratégie financière étudiée avec ses partenaires bancaires, conseils, assureurs crédits, etc., plus large, pour faire bien se poser, je crois, sur le diagnostic et les actions à mener. Tu viens de citer un mot-clé, c'est vraiment le diagnostic de la situation qui doit être établi. Et partagé. Et partagé. Et communiqué. C'est important. Juste, les chefs d'entreprise, quelque part, ils ont des acteurs internes, experts comptables, avocats. Ils ont aussi des banquiers qui connaissent très, très bien, je veux dire, leur filière. Et donc, ça leur permet d'avoir une approche relative et pas uniquement en valeur absolue de leur entreprise. Est-ce que je suis meilleur ou moins bon que les autres? Est-ce que ma situation est particulière ou est-ce qu'elle est, je veux dire, pour toute ma filière? Je veux dire, on peut avoir dans chaque filière des situations très bonnes ou très mauvaises, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on est tout à fait d'accord. Hein. Et puis après, ce qu'il faut, c'est le diagnostic. Hein. De toute manière, c'est ça qui est important. C'est dans notre ADN de toute manière, mais c'est vraiment d'aller voir le chef d'entreprise, de faire un diagnostic, et puis après d'aller voir les différentes solutions qui existent sur le marché, qui ont été aussi développées par la profession. Hein. Donc on peut parler quand même rapidement de croissance PMI, peut-être, qui est quand même un outil de la profession qui permet de financer. Donc là, c'est vraiment lié à un projet, hein, par contre, mais par rapport au contexte aussi économique aujourd'hui, par exemple, sur ce financement spécifique, on peut aller jusqu'à 50% de BFR. Hein, donc ça, c'est des choses de besoin fondamental pour accompagner justement le financement du projet en question. Donc il y a quand même, si vous voulez, sur le marché aujourd'hui, il y a vraiment un certain nombre et de nombreux dispositifs en fait, hein, finalement, qui existent. Donc le plus important dans un premier temps, en effet, quand il y a un sujet trésorerie, c'est regarder en effet, là où sont les difficultés, ou là d'où proviennent les difficultés, et à partir de là d'identifier les solutions qui ont été développées qui sont en place sur le marché, développées par les professions de la métallurgie, pour vous accompagner. Les ficelles sont nombreuses pour l'accompagnement du sujet qui nous occupe depuis à peu près 1 heure maintenant. Il est vrai que le réflexe d'aller voir son banquier est un très bon réflexe. Échanger avec son partenaire bancaire est un très très bon réflexe. Il est aussi légitime pour l'établissement financier qui accompagne l'industriel qui connaît une difficulté, qu'elle soit passagère ou sur une plus longue durée, de faire et d'utiliser les leviers qui sont les siens. Pour faciliter la décision bancaire, notamment aller chercher du découvert ou du BFR auprès de son interlocuteur bancaire. Il est peut-être aussi logique que le banquier réagisse en disant oui, attention, mais faites attention à votre poste client, faites attention à la couverture assurance crédit, parce que ce sont quand même des leviers que l'industriel et le dirigeant peut activer en complément de sa relation avec son partenaire ou ses partenaires bancaires. Et c'est important de travailler sur ces différents sujets pour décomplexifier une situation globale et aider aussi l'interlocuteur bancaire, le partenaire bancaire, à répondre favorablement aux requêtes qui lui seront faites. Il y a aussi, pour avoir un regard extérieur, un accompagnement par un tiers technique, parce que c'est vrai qu'en tant que dirigeant industriel, on n'a pas forcément le temps de prendre du recul, développer la méthodologie d'analyse spécifique à l'analyse financière. Il y a des outils qui existent au niveau de la Banque de France, j'aime beaucoup Opal, j'en parle spontanément parce que c'est un avis neutre, assez exhaustif et puis surtout administré par des experts. Karine, si vous voulez en dire 2 mots. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas Mathieu pour ce retour. En effet, Opal, c'est un outil, déjà dire que c'est gratuit, donc
vous avez tout intérêt à solliciter cet outil. En fait, Opal, ça veut dire outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc, en effet, c'est un outil que vous allez pouvoir faire directement depuis chez vous, soit tout seul, soit accompagné par votre expert comptable, un partenaire financier ou un analyste de la Banque de France, parce que c'est possible aussi de se faire accompagner par un expert de la Banque de France. Et en fait, il y a deux formules dans cet outil. Il y a un premier volet qui est en fait une analyse de l'entreprise. Alors, quand je dis une analyse de l'entreprise, c'est la rentabilité de mon affaire est-elle suffisante? Est-ce que j'ai un endettement qui est comparable à mon secteur? Comment je me positionne par rapport à mon secteur? Comment est-ce que j'ai des fonds propres qui sont suffisants? Donc, vous voyez un certain nombre d'indicateurs d'analyse. Et donc ça, c'est un premier volet. Et puis, il y a un deuxième volet qui est une simulation de projet. Donc, en fait, vous allez rentrer en fait votre projet, par exemple un achat d'équipement, et à partir des données que vous allez intégrer, ça va vous donner l'impact sur votre trésorerie, l'impact sur votre résultat, vous allez pouvoir faire des choix de financement. Est-ce que j'autofinance? Est-ce que je fais une partie en financement bancaire? En tout cas, un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de vous aider dans l'analyse de vos entreprises. Donc, il faut considérer 1h30 si vous faites les deux formules. Et à l'issue de cette analyse, vous aurez un rapport qui vous est destiné. Et puis, en fait, un rapport, c'est sous forme de fichier. Et les données, elles restent conservées pendant 3 mois. Donc, ce qui vous permet de pouvoir revenir dessus, ou vous pouvez le faire d'abord seul et puis ensuite échanger avec votre partenaire financier sur cette analyse. Donc, je vous mettrai aussi dans le chat l'adresse, soit pour poser des questions, soit pour pouvoir avoir accès à ce diagnostic financier Opal. Merci beaucoup, Karine. Merci, c'est vraiment très bien parce que c'est une approche dynamique et en perspective. Donc, c'est vraiment un travail important. Après, sur N'hésitez pas à solliciter pour la première, en tout cas, un expert de la Banque de France qui pourra vous aider dans la construction du dossier. C'est aussi le mot qui est important de retenir, c'est surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner, pas rester seul avec vos difficultés, incertitudes. Donc il y a l'outil Banque de France qui est très bien, mais il y a aussi d'autres outils sur l'accompagnement individuel qui existent au niveau des Hauts-de-France. Il y a le Diag Industrie du futur qui peut être mis en œuvre sur cette partie-là. On l'a déjà mis en place. Il y a les actions diagnostic trésor de la BPI qui sont très bien également. Il y a des outils. C'est aussi notre boulot, nous, l'ensemble de la communauté, de l'écosystème, de vous orienter vers l'outil adéquat. On se parle, on est une région où ça bouge pas mal au niveau industriel. Et l'idée pour nous, c'est de vous apporter de la valeur ajoutée. Donc là-dessus, on saura trouver le meilleur moyen pour vous accompagner au mieux. Mais il faut aussi que vous nous fassiez signe avant que ça ne soit trop délicat à gérer en termes de situation. Donc, appelez Mathieu, qui saura vous apporter des réponses, directes ou indirectes. Ou indirectes. Alors, aussi un point important, c'est on parle de conseils, de recommandations. Quel serait le mot de synthèse de chacun? Pour clôturer ce webinaire. Honneur, Coralie. Moi, je dirais c'est vraiment l'anticipation et le dialogue avec son partenaire bancaire, c'est vraiment très important. Et moi, je pense que c'est une solution globale qu'il faut regarder avec le client, court terme, moyen et long terme en fait. Parce qu'aujourd'hui, oui, le sujet, c'est la trésorerie,
Mais on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont impactées par le prix de l'énergie. Donc, il y a aussi à se poser des questions sur le coût de l'énergie demain. Est-ce qu'il faut que je fasse aussi des travaux par rapport à ça? Et donc, c'est une solution complète que la banque, avec le chef d'entreprise, doit trouver aux côtés d'autres partenaires qui sont présents. Merci. Mais je partage aussi, effectivement, l'anticipation, je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis surtout, appelez-moi, appelez-nous, quoi. Globalement, effectivement, le dispositif des solutions de financement, il y en a beaucoup, elles sont diverses et variées, vous pouvez forcément pas toutes les maîtriser, donc nous, globalement, on est là pour vous aiguiller, on se connaît tous, on se parle tous, donc globalement, franchement, appelez-nous, et après, effectivement, nous, on va vous aiguiller, on va vous orienter, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, et des fois, d'une solution, je pense à un dossier, mais globalement, on a fait un leaseback immobilier pour apporter de la trésorerie. On était sur un bâtiment qui était gris, voire noir, et globalement, on a mis des enveloppes de travaux complémentaires pour le verdir, etc. Donc, les solutions, elles sont multiples. Des fois, on part d'une problématique de trésorerie, et puis en fait, finalement, on se retrouve dans un accompagnement global qui fait émerger d'autres sujets. Donc, sincèrement, il faut nous appeler. Je pense que les coordonnées vont circuler à la suite de cette présentation. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. On est là pour vous, on est là pour vous apporter conseils et solutions. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Merci. Antoine? Voilà, en complément, parce que voilà, je ne veux pas, voilà, mais c'est vrai que l'anticipation, enfin, j'ai envie de dire que enfin voilà, vraiment, c'est le mot-clé, hein, l'anticipation, parce que c'est ce qui va permettre de prendre le temps de trouver les bonnes solutions pour un accompagnement spécifique ou de manière beaucoup plus globale, suivant les besoins, notamment aussi avec les enjeux, en effet, de la transition écologique, tout ce qui est cybersécurité, aussi, qui vont nécessiter un certain nombre d'investissements. Et puis bien communiquer avec son écosystème. Voilà, donc pour être complémentaire à ce qui a été dit, aussi je reviens peut-être sur les sujets, même quand on n'a pas de lien contractuel avec un assureur crédit, par exemple, bien communiquer avec son assureur crédit, en sachant que tout cela peut être fait et accompagné de lettres de confidentialité pour être pleinement rassuré si jamais c'est un point d'inquiétude. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter, et je pense que c'est en regardant l'ensemble et en communiquant avec l'ensemble de son écosystème qu'on optimise ses chances de trouver les bons financements. Donc, à situation complexe, il faut vraiment partager pour avoir une meilleure analyse et un meilleur plan d'action. Oui, alors moi, je dirais aussi la même chose, en fait, et surtout ne pas hésiter à utiliser vos stocks pour trouver des financements, parce qu'en fait, on est en relation avec tous les partenaires bancaires. On est aussi consulté par les commissaires aux comptes, les experts comptables. Enfin, vraiment, les demandes viennent de partout. Et voilà, c'est vraiment un moyen de monétiser et d'obtenir des financements avec une garantie qui est réelle. Elle est reconnue par les banques. Voilà, et surtout, même si vous êtes dans une très bonne situation financière, cherchez toutes les solutions de financement quand on est bien et quand on est dans de bonnes conditions pour vraiment avoir un spectre très large. Moi, je vais prendre l'exemple d'un prospect avec qui je travaille actuellement qui, justement, va faire intervenir un fonds et en même temps nous sollicite pour utiliser ses stocks pour obtenir des financements. Donc, il va avoir l'injection de fonds plus la garantie Oxiga pour obtenir des courts termes. Donc, du coup, c'est une approche globale. Tout à fait. Très bien, c'est un très bon moyen. Merci. Je vais poursuivre ce qui a déjà préalablement été très bien dit, notamment par Julien. L'échange, la transparence, la communication, c'est les ingrédients de base pour trouver les bonnes solutions. Et nous, on sera là, tous autour de cette table, pour écouter, comprendre, s'imprégner de l'histoire d'une entreprise, de ces hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien pour faire vivre leur exploitation. J'ai la chance d'avoir un métier fabuleux que j'ai notamment sur cette très belle région Hauts-de-France. Pas que celle-ci, mais notamment. Et j'ai un grand plaisir d'être aux côtés des acteurs de l'UMM et de Cap Industrie, d'être aux côtés de tous les acteurs qui sont autour de cette table pour discuter de tous ces sujets passionnants. Et sincèrement, c'est toujours extrêmement enthousiasmant que d'essayer de trouver la solution qui convient à un problème ou les solutions qui conviennent à plusieurs problèmes. Merci Jérôme. Merci à tous. Je rends la parole à mon ami Mathieu. Merci Bernard, merci à tous nos intervenants. Moi, avant de vous souhaiter bon appétit et bonne journée, je vous communique les coordonnées de tous les intervenants via le support. Je vous l'enverrai également par email avec les supports de présentation, les documentations de chacun, et puis toute l'équipe de Cap Industrie, puisque je suis pas tout seul, loin de là, on est une équipe. Donc Sophie, Élodie, Olivier sur le versant nord, et puis
Benoît et moi-même sur le versant sud, restons à votre écoute. Bonne journée à tous et encore merci à tous les intervenants. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.